Monsieur le Président, cette année, nous avons plus de questions en ce qui concerne les relations avec l'Occident. Et en plus de préoccupations, nous sentons aussi certains mécontentements. On a l'impression que la Russie a tous les torts. Les sanctions sont un outil principal pour nous parler. Comment faire lorsque nos arguments ne sont pas écoutés et ne seront jamais écoutés? On a l'impression. Bon, je vois les écrans à gauche et à droite, et une des questions qui est affichée porte sur les accusations internelles contre la Russie. Comment est-ce que cette situation va se perpétuer? J'ai déjà plusieurs dit, et je peux le redire, il s'agit d'une façon de contenir la Russie, tout comme les sanctions, les récentes sanctions. Toutes ces accusations créent un socle pour appliquer les mesures qui permettent de contenir la Russie, qui permettent de retenir le développement de la Russie. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils considèrent la Russie comme une menace. Ils voient que la Russie devient un rival. Moi, je pense que c'est une politique absolument erronée. Il ne faut pas contenir qui que ce soit, y compris la Russie, mais il faut mettre en place une coopération constructive, ce qui donnera un effet positif pour l'économie mondiale et pour la majorité des participants aux relations internationales. Je pense que nos partenaires sont plus conscients aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe dans plusieurs pays au niveau politique. Ils parlent du besoin de construire une bonne relation avec la Russie. Bien sûr, chaque pays a ses propres intérêts nationaux, mais ils ne doivent pas être recherchés grâce à des méthodes égoïstes politiques, notamment en matière de l'économie. Et je vois que nos partenaires prennent conscience de plus en plus. Alors, pensez-vous que cette période de dégradation de nos relations avec l'Occident va se terminer bientôt? Parce que tout au long de l'histoire de la Russie, nous avons plus de périodes conflictuelles. Il y a des courtes périodes où les relations avec les pays extérieurs étaient plutôt positives. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas vous donner une date concrète, mais je peux vous énumérer les conditions concrètes pour cette normalisation. La Russie pense que nous devons protéger ses propres intérêts. Nous devons le faire de façon conséquente et pas d'une façon grossière. Ça concerne l'économie, la sécurité. Nous l'avons fait et nous continuerons de le faire. Mais nous recherchons toujours des compromis. Et cette pression sera terminée lorsque nos partenaires auront compris que les méthodes utilisées sont inefficaces, contre-productives et nuisibles pour tout le monde, et qu'ils sont obligés à respecter les intérêts de la Fédération de Russie. Un autre message. Y a-t-il une menace d'une troisième guerre mondiale? On peut citer Einstein qui a dit « Je ne sais pas par quel moyen sera conduite la troisième guerre mondiale, mais la quatrième sera conduite avec les bâtons et les cailloux. » Donc, la troisième guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, nous vivons dans un contexte d'une paix relative globale. Il y a toujours des conflits régionaux au Vietnam, le conflit sur la péninsule coréenne, ou ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, soit c'est l'Irak, soit c'est la Libye, ou d'autres conflits. Mais il n'y a jamais eu depuis de conflits globaux. Pourquoi? Parce que les plus grandes puissances militaires ont établi une parité stratégique.
Et aussi bizarre que ça aussi désagréable que ça pourrait paraître, la peur d'autodestruction mutuelle a toujours prévenu les grandes puissances contre toute action trop brusque et les a poussés à se respecter mutuellement. Et les États-Unis se sont retirés du traité ABM. Ça, c'est une tentative de briser cette parité stratégique. Nous y avons répondu dans mon message annuel, je l'ai déjà dit, car les systèmes d'armement modernes russes qui ont été conçus et qui sont mis en exploitation, bien sûr, vont préserver cette parité. Il faut bien le comprendre et il faut rechercher des formes de coopération qui seraient en ligne avec les réalités modernes. Il faut se mettre à la table de la négociation et non seulement réfléchir, mais aussi élaborer des schémas adéquats et modernes de la sécurité internationale et européenne. Alexei Ksenzov pose sa question. Monsieur le Président, prenez des mesures contre la Lettonie. Pourquoi ils interdisent une instruction, une éducation en russe? Il faut appliquer des sanctions. J'ai déjà dit, l'application des sanctions unilatérales n'aide pas à résoudre les problèmes. Au contraire, ça les aggrave. S'agissant de la situation des Russes dans les pays baltes, nous en parlons constamment, nous attirons constamment l'attention des autorités baltes, notamment les autorités lettonnes, à ce problème. Difficile d'imaginer que des centaines de milliers de gens dans une société moderne sont déclarés comme non-citoyens. C'est une catégorie qui ne figure pas dans le droit international. Il y a des citoyens à double nationalité, il y a des apatrides, mais les non-citoyens n'ont jamais existé. Ce concept n'a jamais existé, a été inventé par les pays baltes pour limiter les droits légitimes des gens qui résident sur ces territoires. Mais les façons que nous devons utiliser pour protéger les droits de nos concitoyens ne doivent pas aggraver leur situation. C'est pour ça que nous avons un dialogue avec nos partenaires européens et j'espère qu'au final, ces pays baltes sentiront la honte car ils prêtent leur attention à la protection des droits de l'homme en dehors de l'Union européenne et à la fois ils permettent la violation grossière des droits des gens qui vivent dans leur pays et notamment à l'intérieur de l'Union européenne. C'est un proverbe russe, car ils voient un petit point dans les yeux d'autrui, ils ne voient pas une grosse bûche dans ses propres yeux. Et nous allons continuer à travailler dans ce domaine, mais de façon à ne pas nuire aux intérêts des Russes qui vivent dans les pays baltes. Pour répondre à la question, vous avez répondu à la question précédente et vous avez parlé du retrait des États-Unis du traité ABM. Et vous l'avez dit pour la première fois à Munich en 2007. Vous avez dit également que les États-Unis continuaient à étendre leur juridiction sur d'autres États et sur le danger de ce processus. Vous avez évoqué le monde unipolaire et multipolaire, mais personne ne vous a écouté à l'époque. Aujourd'hui, le Canada et les États-Unis, l'Union européenne sont en guerre commerciale avec les États-Unis. La chancelière allemande et le président français sont récemment venus vous voir. Est-ce qu'ils ont parlé de la nécessité d'abolir les sanctions pour la Russie? Ou bien ils attendent toujours une autorisation de la part de Washington? Ça ne concerne pas uniquement nos conversations à huis clos, quoique ce soit une grande partie du processus de négociation. S'agit-il du leader français ou un Allemand, ou je reviens de l'Autriche, et je l'ai évoqué avec les représentants des autres pays, notamment les pays d'Asie, ils le disent non seulement à huis clos, mais ils le disent aussi publiquement. Un des ministres du gouvernement français a dit publiquement récemment qu'il ne fallait pas
laissait les États-Unis se transformer en le gendarme économique mondial. Il l'a dit tout à fait publiquement. L'ancien ministre des Finances de l'Allemagne a dit que depuis 1945, la République n'avait jamais été un État souverain. Bien sûr, tout le monde voit ce qui se passe. Mais nos partenaires ont probablement pensé qu'ils n'allaient jamais être touchés par cette politique contre-productive des sanctions. Mais nous voyons que ceci a lieu aujourd'hui. Par exemple, les taxes sur l'importation de l'acier, de l'aluminium pour l'Europe et pour le Mexique et le Canada, ce sont des sanctions en substance. C'est formulé différemment, mais en substance, il s'agit des sanctions. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont annexé la Crimée, comme ils disent, plusieurs de nos partenaires? Non. Ceci s'explique par les intérêts pragmatiques nationaux des États-Unis, comme ils sont compris aujourd'hui par les dirigeants actuels américains. Là, nous revenons à ce que je viens d'évoquer. Nous devons élaborer une compréhension mutuelle des règles de comportement dans le domaine de sécurité et de la coopération économique. La compréhension de ce processus existe, bien évidemment. Et en 2007, j'ai fait un discours à Munich, qu'on cite d'ailleurs souvent depuis. J'ai été confronté à l'époque au fait que plusieurs de mes collègues étaient très fâchés. Ils ont dit que c'était trop brusque, trop brutal ce que j'ai dit, que c'était déplacé. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les États-Unis essayaient d'étendre leur juridiction nationale à l'extérieur de leurs frontières nationales. Ceci touche aujourd'hui nos partenaires européens et bien d'autres. Mais pourquoi? Parce que personne ne m'a écouté, comme vous l'avez dit. Personne n'a rien fait pour renverser cette tendance. Et voilà. Maintenant, vous avez le résultat. Monsieur est servi à table. Non, il ne faut pas ironiser là-dessus. L'essentiel est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience qu'il faut se mettre à la table de négociation et élaborer les règles de comportement acceptables pour tous qui permettront à l'économie mondiale de se développer effectivement. Monsieur le Président, dans cette rhétorique anti-russe, dans cette question de la sanction, je pense que c'est Londres qui est entré en compétition avec les États-Unis. Et on a eu l'impression qu'il a même pris la première place, parce que d'abord les Britanniques ont essayé de nous priver du droit d'accueillir cette Coupe du Monde, et ils n'ont pas réussi. Ensuite, dans le monde entier, on a eu cette réaction concernant l'affaire Skripal. Et donc, je voudrais citer une question sur ce sujet qui vient de l'étudiante Fedosova. Qu'est-ce que c'est que cette situation de Skripal pour la Russie? Est-ce que nous allons répondre à ces accusations? J'ai eu déjà l'occasion de dire mon point de vue sur cette question. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Si, comme l'affirme la Grande-Bretagne, un gaz de combat a été utilisé contre ces personnes-là, alors ces personnes seraient mortes en quelques secondes sur place. Ce qui ne s'est pas produit, Dieu merci. Donc on a quelque chose d'autre, ce n'était pas une substance de combat, mais nous voudrions que nous soit offerte une occasion d'avoir accès à nos citoyens, à Yulia, en l'occurrence, et qu'on nous donne la possibilité de participer pleinement dans l'enquête. Avant que cela ne soit pas fait, il nous est difficile de faire des commentaires. Poursuivant ce sujet des sanctions anti-russes qui sont prises par la Grande-Bretagne,
On peut évoquer la question des difficultés des entrepreneurs russes qui sont confrontés à des difficultés parce que on commence à exercer une très grande pression. Monsieur Abramovich, par exemple, a des problèmes très sérieux. Et c'est une nouvelle série de cette série télévisée, Les riches pleurent aussi. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller dans ce domaine? Au fait, en ce qui concerne les grands entrepreneurs russes, j'ai déjà eu l'occasion de dire, il y a quelques années, au cours d'une des rencontres publiques avec nos hommes d'affaires, peut-être ça a été un peu grossier, ma formule, et je ne veux pas la reproduire maintenant, mais en fait, un peu grossier quoi, ça a été. Mais j'ai prévenu à ce moment-là que ce développement, cette évolution de la situation que nous constatons aujourd'hui était possible. Et j'ai recommandé à nos milieux d'affaires d'abord de laisser les capitaux en Russie, c'est-à-dire dans le pays où ces capitaux ont été gagnés, pour les utiliser dans l'intérêt de l'économie russe et pour assurer leur sécurité. En 2008, lorsque nous avons été confrontés à la crise mondiale qui est venue de l'extérieur, y compris dans notre pays, beaucoup de grandes sociétés russes se sont retrouvées dans une situation difficile parce qu'ils ont pris beaucoup de crédits dans les établissements occidentaux et ils ont été confrontés à margin call. C'est-à-dire que leur masse de gage a été dépréciée de façon importante et en fonction de ces accords qu'ils avaient, ils devaient ou bien rembourser ces crédits ou bien ils devaient ajouter à cette masse de dette. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons récapitalisé la banque centrale, nous avons récupéré leurs crédits, même si beaucoup des hommes d'affaires, beaucoup d'hommes d'affaires à cette époque-là étaient prêts à vendre leurs entreprises. Et j'ai dit non, nous allons vous aider, nous allons récupérer vos crédits et vous allez avoir la possibilité de les racheter ensuite. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque la situation s'est stabilisée, ils ont racheté ces crédits et donc ils sont restés propriétaires de leurs entreprises. Le gouvernement a été aussi gagnant parce que nous avons pris ces mesures à certaines conditions. Et donc ça s'est bien passé en principe. Mais ce que nous avons fait, nous, l'État russe, le gouvernement russe, par rapport à des actifs, par rapport à des entreprises qui nous paraissaient importants en termes de la garantie des intérêts nationaux. Mais qui va les aider à l'étranger? Bien sûr qu'ils vont être poursuivis là-bas. On leur crée des conditions tout à fait impossibles pour le travail. Et c'est une très très grande erreur de ceux qui le font à l'Occident. Parce que toutes ces restrictions, toutes ces poursuites et persécutions de nos hommes d'affaires, finalement, ça conduit à quoi? Ça va rendre plus difficile à rendre les paiements. Donc tout ceci conduit à la diminution de la confiance des hommes d'affaires, non seulement des hommes d'affaires russes, mais des milieux d'affaires dans le monde entier, parce que tout le monde le voit. Cela sape la confiance par rapport à la politique économique des grands pays du monde. Le dollar, aujourd'hui, c'est une devise universelle de réserve. L'euro tâche faire quelque chose pour récupérer une partie de ses fonctions, mais quand même, il faut dire que le dollar est une devise universelle aujourd'hui, la seule. Mais si le gouvernement américain fait la restriction des règlements en dollars, bien sûr que ça sape la confiance par rapport à cette devise. On peut avoir quelques résultats dans les médias, même si ce n'est pas très probable. Ils pensent peut-être ils vont avoir un résultat positif, et non pas dans le domaine économique, mais dans le domaine politique. Mais à long terme, cela sape la confiance par rapport à ce type de politique, parce que tout le monde pense déjà sur la question comment créer de nouvelles devises universelles, comment passer au règlement qui serait basé sur des devises nationales. Finalement, ce qu'ils font, c'est quelque chose de contre-productif et de nuisible. Et c'est mal non seulement pour les gens qui le font, mais pour l'ensemble de l'économie mondiale. Mais je pense que ça va passer, comme beaucoup d'autres choses. Nous allons maintenant nous mettre en contact avec Nathalie Uriva, notre collègue, qui travaille dans le centre d'appel. Excusez-moi, là j'ai pris quelques notes. Il y en a qui disent qu'il faut
aider M. Abramovich aussi bien qu'à d'autres nos hommes d'affaires qui sont en difficulté. Mais il y a d'autres qui posent la question suivante. Quand est-ce que les voleurs vont prendre leur argent qui se trouve à l'étranger pour les placer en Russie? Je ne voudrais pas parler des gens qui enfreignent la loi. Nous parlons des gens qui ont gagné leurs capitaux de façon légale, mais les uns et les autres doivent travailler en Russie. D'autant plus que, déjà à 2 reprises, nous avons proclamé l'amnistie des capitaux. Nous le faisons en coopérant avec les milieux d'affaires. Ce n'est pas un système parfait, idéal. Il y a des choses qu'il faut ajuster et nous y sommes prêts. Mais nous espérons aussi que les milieux d'affaires vont avoir une réaction adéquate par rapport à cela. Beaucoup de questions concernant les situations en Ukraine. Ces questions sont posées par les habitants de la Russie, par les habitants ukrainiens, par les habitants d'autres pays. Mais cette fois-ci, nous avons trouvé très intéressante une question de l'écrivain qui sait très très bien en réalité ce qui se passe dans le Donbass. Et je vous propose maintenant une vidéo de Zakhar Pripelin. Je suis Zakhar Pripelin. Je suis représentant de l'armée de Donbass. Nous avons ici l'impression que l'armée ukrainienne va utiliser cette occasion de la Coupe du Monde pour rendre la situation déstabilisée. J'espère que ça ne va pas jusqu'à aller ce genre de provocation. Si cela arrive quand même, je pense que cela va avoir des conséquences extrêmement graves et lourdes pour l'État ukrainien dans son ensemble. Encore une fois, je voudrais souligner que nous espérons que cela ne se produira pas. D'autant plus qu'il est impossible de faire peur, d'intimider les gens qui habitent dans le Donbass, dans la région de Lugansk et dans la région de Donetsk. Nous voyons ce qui se passe dans cette région et nous voyons la réaction des habitants de cette région. Nous apportons aux 2 républiques une aide et nous allons poursuivre d'apporter cette aide. Mais ce qui se produit autour de ces républiques, c'est déplorable. Cela témoigne aussi du fait que la direction ukrainienne n'est pas en mesure de résoudre ce problème. Comment on peut résoudre ce problème considérant ces territoires comme appartenant à l'Ukraine et en même temps en organisant un blocus complet de ces territoires? Comment on peut considérer ce territoire comme appartenant à l'Ukraine et les habitants comme citoyens ukrainiens et en même temps bombarder ces territoires et les citoyens de façon régulière, parce que maintenant, les représentants de l'OSCE constatent qu'il y a une intensification des bombardements de la part justement de l'armée ukrainienne. Il faut tout simplement suivre la ligne qui a été tracée par les accords de Minsk. Et ce qui fait le gouvernement ukrainien, ça n'a pas de sens, justement en voyant ce résultat qui est le rétablissement de la nationalité ukrainienne de ces régions. Je pense parfois que en entrant dans ce nouveau cycle politique, je pense aux élections parlementaires, aussi bien qu'à l'élection présidentielle. Donc, le pays ne fait qu'exacerber cette situation. Je voudrais souligner une fois de plus que les autorités ukrainiennes, surtout dans cette situation, ne sont pas capables de résoudre le problème de ces territoires, de la République de Donetsk et de Lugansk. Encore pour la raison qu'ils n'ont pas besoin des électeurs de ces régions, parce qu'il est parfaitement clair que ces électeurs ne vont jamais supporter dans le cadre des élections ces autorités ukrainiennes. Et si les autorités ukrainiennes vont se guider par ces intérêts étroits, et s'ils vont piller leur peuple pour garder leur argent dans les offshore, bien sûr que ça ne va pas conduire à quelque chose de positif. En tout cas, nous allons voir quelle peut être l'évolution de cette situation, parce que pour nous, nous avons tout fait pour que la situation soit réglée dans le cadre des accords de Minsk. Vladimir Vladimirovitch, j'habite dans la République de Karachaevo-Tcherkessie. Je suis un retraité qui travaille. Vous êtes commandant en chef de nos armées.
Vladimir, j'ai dit, s'il vous plaît, quand est-ce que le contingent limité russe qui se trouve maintenant en Syrie va être retiré de ce pays? Au fait, ce n'est pas tout simplement un contingent dans cette République arabe syrienne. Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, l'utilisation de nos forces armées dans ces conditions de combat, c'est une expérience unique, c'est un instrument unique pour moderniser nos forces armées. Les exercices, les manœuvres, ce n'est pas comparable avec l'utilisation de la force militaire dans les conditions de combat. Nous savons très bien que ce type d'utilisation, bien sûr, est lié à des pertes et nous n'oublierons jamais ces pertes. Et nous laisserons jamais tomber les familles de nos camarades qui n'ont pas pu rentrer dans notre pays. Mais c'était une mission très importante, très noble, qui visait à défendre les intérêts de la Fédération de Russie. Je vous rappelle que des milliers de combattants extrémistes venus de la Russie, des pays de l'Asie centrale, se sont concentrés en Syrie. Et donc, il valait bien évidemment mieux les traiter, les neutraliser là-bas qu'ici. Deuxième élément, notre travail, notre opération a contribué à la stabilisation de la situation en Syrie elle-même. Aujourd'hui, l'armée syrienne et le gouvernement syrien contrôlent le territoire où habitent plus de 90% de la population de ce pays. Les hostilités de grande envergure, surtout avec le recours à des forces russes, ont cessé et on n'en a pas besoin maintenant. Ce qu'il y a à résoudre, c'est le règlement de la situation avec des moyens pacifiques, et nous y travaillons aussi. En ce qui concerne la présence de nos militaires, encore une fois, ce n'est pas simplement un contingent militaire. Il y a deux bases dans le port de Tartus, et puis la base aérienne Akhmeimin, qui se trouve dans ce pays conformément à l'accord conclu avec le gouvernement syrien, avec toutes les raisons qui sont prévues à cet effet par le droit international. Nos militaires se trouvent dans ce pays pour assurer les intérêts de la Russie dans cette région vitale du monde qui est très proche de nos frontières. Et ils vont se trouver là-bas jusqu'à ce que cela est profitable pour la Russie. Et bien évidemment, dans le cadre du respect de nos engagements internationaux. Pour l'instant, nous n'envisageons pas de retirer ces unités, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que je n'ai pas qualifié ces bases d'une façon différente. Ou plutôt, il s'agit de points de stationnement de nos forces, parce que nous ne construisons pas des installations à long terme. Et s'il y a une nécessité qui survient, nous pourrons donc retirer tous nos militaires de ces points de stationnement. Mais tant qu'ils sont là, ils travaillent sur des tâches très importantes pour les intérêts, y compris les intérêts économiques de la Russie dans cette région. Quelles sont les leçons de cette campagne syrienne qui sont les plus importantes pour notre pays? Il ne s'agit pas de leçons, il s'agit d'une expérience inappréciable de l'emploi des forces armées, mais aussi de l'utilisation des nouveaux systèmes d'armes. Quand je parle de nouveaux systèmes d'armes, il ne s'agit pas de polygones. Il ne faut pas considérer la Syrie comme le polygone pour l'expérience, pour le test de ces armes, mais nous utilisons ces armes et cela a conduit à un perfectionnement de nos frappes, notamment balistiques, parce qu'il est bien important de savoir comment ça fonctionne sur le plan pratique dans les conditions de combat. Je l'ai déjà dit et je pourrais répéter, lorsque nous avons commencé à utiliser ces armes nouveaux, notamment les missiles, des brigades entières de nos entreprises d'industrie d'armement sont venues en Syrie pour mettre au point toutes ces armes, ce qui est extrêmement important pour nous pour savoir quelles sont donc les modalités et les limites de l'utilisation de ce type de système d'armes.
Autre chose, nos commandants militaires, et nous avons fait passer par la Syrie un nombre assez important des officiers et des généraux. Donc nos officiers ont commencé à comprendre ce que c'est qu'un conflit armé moderne. Quelle est l'importance du lien entre différentes unités, entre le renseignement et les forces opérationnelles? Quelle est l'importance du fonctionnement des forces spatiales et des forces spéciales aussi? Tout ceci nous a permis d'avancer dans la voie de la modernisation de nos forces armées. Pour continuer le sujet des systèmes d'armes les plus modernes, dans votre message à l'Assemblée fédérale, vous avez évoqué ces nouvelle conception de pointe. Il y a eu depuis un article, une série d'articles à l'Occident qui disait que vous êtes allé au stade des essais et que ces systèmes d'armes ne sont pas encore une réalité. Est-ce que c'est vrai? Dans mon message à l'Assemblée fédérale, je l'ai déjà dit et je le répète. En 2004, j'ai déjà dit que nous avons commencé la conception de ce nouveau système comme une riposte au retrait unilatéral des États-Unis du traité ABM. Et j'ai dit à l'époque, j'ai parlé du système qui s'intitule aujourd'hui l'Avant-Garde. C'est un système intercontinental de missiles non balistiques qui peut changer sa trajectoire tant par la vitesse que l'auteur. C'est une arme absolue qui dépasse la vitesse de 20 Mach. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pays qui puisse se doter d'une telle arme dans les années à venir. Mais même si c'est le cas, nous ne sommes pas préoccupés parce que nous possédons déjà cette arme. Ensuite, l'arme supersonique qui est basée à air, Kinjal, c'est une missile hypersonique qui va à une vitesse de 10 Mach, est déjà mise en exploitation dans notre armée dans le district fédéral du Sud. Je l'ai déjà dit. Si quelqu'un le doute, alors vous pouvez regarder les vidéos des lancements de ce missile. Notre complexe de combat, de laser de combat, qui est déjà mis en exploitation. Ensuite, j'ai déjà dit, je le redis, ce système avant-garde qui est déjà mis en fabrication en série et l'an prochain, elle sera livrée dans les armées. Dans l'an 2020, nous allons livrer notre complexe le plus puissant, stratégique de missiles. C'est le missile balistique super puissant Sarmat. Parmi d'autres réalisations, il y a deux produits qui sont dotés d'un engin nucléaire, d'un moteur nucléaire. C'est une fusée globale et puis un appareil sous-marin. Dans les deux cas, nous avons réalisé l'étape principale de la conception, notamment tout ce qui concerne avec l'essai de ce moteur nucléaire. Bien sûr, il faut y apporter certains ajustements selon le programme que nous avons prévu et c'est ce que nous faisons. Je n'ai aucun doute que ces systèmes d'armes seront livrés à l'armée russe dans les délais prévus. Et ceux qui le doutent, alors, ils doutaient déjà en 2004 à l'égard du missile l'Avant-Garde qui est déjà fabriqué en Syrie. Mais ce n'est pas tout que nous allons concevoir et ensuite livrer à notre armée. C'est prématuré de le dire, mais nous le dirons bientôt. Bon, ce n'est pas un problème qui touche la Crimée de façon directe. Est-ce que vous envisagez la possibilité d'échanger Kirill Wyshinsky contre Oleg Sentsov, metteur en scène? En fait, notre journaliste, Wyshinsky, il a été interpellé en Ukraine pour ses activités professionnelles directes, pour l'exercice de sa fonction de journaliste, ce qui constitue une chose sans précédent et parfaitement inadmissible.
qui caractérise donc cette politique des autorités ukrainiennes. Et ça doit être reflété dans la réaction de la communauté journaliste et dans les activités des organisations internationales de la défense des droits de l'homme. En ce qui concerne l'autre personne, M. Sentsov, il a été interpellé en Crimée, non pas pour ses activités de journaliste, mais pour la préparation d'un attentat, pour la préparation d'une explosion qui aurait pu conduire à la mort de plusieurs personnes. Ce sont deux choses parfaitement différentes qui ne peuvent pas être comparées. Donc, pour l'instant, nous n'y pensons pas. Je pense à autre chose. Je pense à ce que le bon sens doit finalement triompher en Ukraine. Et j'espère que nous allons obtenir la libération du journaliste russe, y compris sous la pression des organisations internationales qui, d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, dépendent aujourd'hui des autorités ukrainiennes. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir donné l'attention. Je remercie le ministre de la Défense, M. Shoigu, d'avoir participé dans mon affaire, de m'avoir transporté en Syrie, à Saint-Pétersbourg, dans cette académie militaire de médecine. Je remercie les médecins médicaux de m'avoir traité pendant 2 ans, de m'aider et de sauver ma vie, d'être toujours là, de me soutenir moralement. Ils m'ont préservé la jambe que j'aurais pu perdre. C'est comme ça que j'étais avant. Je veux revenir à la vie normale. Je veux marcher. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir des prothèses qui puissent fonctionner. Mais ce ne sont que les citoyens russes qui ont droit à les avoir. Je ne suis pas citoyenne russe. Je vous demande, Monsieur Poutine, l'aide d'obtenir la nationalité russe. La chose la plus importante, c'est que ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mon mari et mes enfants. Je leur manque et ils me manquent très fort. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont citoyens syriens. Les Syriens ont beaucoup du mal à venir ici. Je suis citoyenne de l'Ukraine, je ne peux pas les inviter ici. Je vous demande de m'aider, de voir mes enfants et de me réunir avec ma famille. Merci. J'ai déjà dit comment nous devons traiter les questions de nationalité pour nos compatriotes et ceux qui s'estiment comme une partie du grand monde russe, et ça concerne tout d'abord les citoyens ukrainiens, où qu'ils ne soient, où qu'ils ne résident, ça concerne les Ukrainiens et d'autres gens, et je le répète, nonobstant votre nationalité et votre religion, ceux qui s'estiment comme une partie du monde russe, mais votre cas est tout à fait particulier. C'est un grand malheur, une grande tragédie qui vous a frappé. Et j'espère que vos enfants savent que leur maman se rétablissent et je vous souhaite plein succès, un bon rétablissement, une bonne guérison. Je remercie également tous ces médecins militaires qui s'occupent de vous. Je suis sûr que vous allez rétablir votre santé dans la mesure du possible. Nous sommes tous conscients quels sont les traumas que vous avez subis, mais sans aucun doute, des gens comme vous ont besoin de notre soutien et vont le recevoir pour que votre vie s'améliore. Et je vais demander au ministère de la Défense de transporter vos enfants et vos maris vers la Russie. Ceci, en ce qui concerne l'octroi de nationalité russe, c'est de mon ressort. Vous le recevrez, je vous assure. Et M. Shoigu vous entend lui aussi. Monsieur le Président, ce n'est pas un blitz, mais c'est une question peut-être finale de notre programme pour en revenir à la percée que vous avez évoquée dans votre message, et puis vous l'avez parlé au Forum de Saint-Pétersbourg. Cette percée n'est pas possible sans la mobilisation de chacun. D'ailleurs, il faut s'unir pour le bien de cette percée et ensuite la réaliser. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez de dire aux gens pour que personne ne reste insensible? Je sais que lorsque nous parlons d'une percée,
au niveau d'experts et au niveau de l'opinion publique. On se souvient très souvent des objectifs qui se sont dressés devant notre pays dans les années 30-50 et j'attire votre attention sur le fait que dans les deux cas, il s'agissait de la survie du pays, puisque dans les années 30, lorsqu'il s'agissait de l'industrialisation et la collectivisation du pays, le monde était au seuil d'une guerre. Il y a les fascistes, les nazis qui sont arrivés au pouvoir en Allemagne, il y avait une guerre civile en Espagne, et donc cette menace planait sur le monde entier. À la fin des années 40, début des années 50, une nouvelle menace est apparue, celle d'une guerre nucléaire, et l'Union soviétique était confrontée à un problème du développement de leur programme de missiles nucléaires. Pour réaliser ces objectifs, l'Union soviétique a concentré toutes les ressources du pays. Tout le monde était conscient de l'importance de cet aspect pour la survie du pays. Aujourd'hui, cette menace n'existe plus parce que nous parlons, je l'ai évoqué aujourd'hui, s'agissant de nos systèmes d'armement modernes, la sécurité des pays est garantie pour un avenir assez lointain. Nous avons beaucoup de ressources minérales, nous avons un territoire colossal, nous avons beaucoup de professionnels dans notre pays. Mais tout le monde doit savoir et être conscient et se guide par ce qui suit. S'il y a un retard dans notre développement technologique, si on n'arrive pas à assurer le bon rythme du développement économique à la base d'une meilleure productivité du travail jusqu'à 5%, l'utilisation de nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, l'économie numérique, la génétique, etc. Si on n'arrive pas à unir le pays par les nouvelles lignes de communication, nouvelles autoroutes, si on ne développe pas les infrastructures de l'aviation ferroviaire, portuaire, et du transport fluvial et maritime, si on n'accorde pas l'attention à des questions aussi importantes que la santé publique et l'éducation nationale, alors nous pourrons enregistrer un retard impossible qui mettra en cause notre souveraineté. Donc nous devons réunir la volonté de tous, les ressources morales, intellectuelles, financières. Nous devons bien comprendre que nous trouvons dans une étape très importante de notre évolution. Il ne faut pas rattraper seulement cette dernière voiture de ce train de nouvelles technologies, mais il faut être en tête de ce train. Est-ce que nous pouvons le faire? Nous pouvons le faire, uniquement si nous travaillons ensemble. Ça, c'est primo. Deuxièmement, dans le contexte d'aujourd'hui, nous ne devons pas utiliser les mesures extrêmes utilisées dans les années 30 et 50. Parce que pour obtenir les résultats dans le contexte actuel, nous devons que les gens se libèrent au maximum, se décomplexent au maximum, qu'ils réalisent leur potentiel intellectuel. Il n'y a que des gens libres qui sont à même de le faire. Et je le redis, nous sommes à même de résoudre ce problème et nous allons le faire. Mais pour cela, il faut que tout le monde se concentre, chacun dans son coin. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Et des solutions de ces problèmes paraissent extrêmement problématiques. Mais nous sommes capables de le faire, nous le ferons si nous restons ensemble. Nous espérons que nous allons pouvoir construire un pays de rêve. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette conversation. C'était la ligne directe avec Vladimir Poutine. Merci beaucoup à tous les participants à cette ligne directe. Chers collègues, chers confrères, concitoyens, je sais qu'il y a beaucoup plus de questions par rapport à celles auxquelles j'ai pu répondre aujourd'hui, mais tout comme pendant les années précédentes d'utilisation de cette ligne directe, je vous assure que nous allons analyser toutes les questions enregistrées et nous allons tout faire pour mieux comprendre les tendances d'aujourd'hui, vos préoccupations, pour réagir non seulement individuellement, mais aussi
nous allons analyser l'ensemble de vos préoccupations pour modifier les activités du gouvernement de Russie pour les années à venir. Et il y a une autre chose. J'ai vu sur l'écran une question suivante. Le pays pose des questions et moi, je voudrais vous exprimer mon soutien ce jour-là. Je remercie tous ceux qui partagent ces mots de soutien. Merci beaucoup.